Bonjour, donc, merci d'être venus nombreux, même s'il y a des absents là. Donc, le thème de cette année est un thème d'une grande actualité. Dans toutes les sociétés, la communication est un enjeu de pouvoir. Dès les années 1933, Goebbels en Allemagne l'avait très bien compris et avait utilisé des techniques modernes de manipulation de masse. Nommé ministre de la propagande, il contrôlait la presse écrite, la radio, le cinéma et les arts. L'occupant allemand, dès son arrivée, met donc en place les mesures qui lui permettent de contrôler toutes les formes de communication. Il supprime toutes les libertés individuelles. Pas de liberté d'opinion, on ne peut pas se réunir, ni s'associer, ni circuler librement, ni à plus forte raison manifester. On embrigade la jeunesse, on la façonne à l'idéologie de Pétain. On trouve des boucs émissaires, les juifs, les communistes et les francs-maçons. Communiquer est donc avant tout une façon d'exister et de faire savoir à la population et à des sympathisants qu'il y a des personnes qui refusent de se soumettre, qui tentent de faire vivre leurs idées et leurs convictions face aux Allemands et au régime de Vichy. Alors ce sujet doit vous permettre de réaliser comment des hommes et des femmes ont inventé leurs propres moyens de communication, malgré la censure, les contrôles et avec d'immenses difficultés matérielles. L'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Le téléphone en province, il était souvent pas direct, il fallait passer par une opératrice. Il n'y avait pas de télévision. Il y avait seulement 5 millions de postes pour 40 millions de Français. Le courrier était ouvert et vérifié. Entre les zones sud et nord, il y avait les cartes interzones qui n'avaient pas d'enveloppe. D'où l'importance de l'écrit sous toutes ses formes, tracts, graffitis, journaux et brochures, et la radio. Le général de Gaulle écrit dans ses mémoires à propos de la radio. Le 18 juin, parlant à la radio pour la première fois de ma vie, et imaginant, non sans vertige, tous ceux et celles qui étaient à l'écoute, je découvrais quel rôle allait jouer dans notre entreprise la propagande par les ondes. Pour l'écrit, dès juillet 40, un intellectuel socialiste, Jean Texier, fait imprimer une brochure « Conseil à l'occupé ». Au début, tracts et graffitis, puis apparaissent les journaux, première forme de résistance organisée en France. C'est d'ailleurs en France que l'on voit le plus grand foisonnement de presse par rapport aux autres pays occupés. 3000 titres verront le jour pendant l'occupation, dont certains disparaîtront vite, tandis que d'autres, comme Combat et comme Défense de la France, perdureront à la Libération. Et pourtant, il fallait financer ceci. Il n'y avait pas de papier. Il était contingenté, le papier. Dès le 17 octobre 40, on ne peut pas acheter de renéotypeuse sans autorisation d'un commissariat. Le 26 novembre 40, on ne peut plus acheter le duplicateur. Papier carbone disparu. Et quand on avait quand même réussi à imprimer, il fallait trouver un lieu de stockage, un moyen de transport et de distribution. Alors ça, vous le verrez très bien dans le film de Joël von Effenther. Le problème est difficile aussi pour la radio. À partir d'octobre 42, on ne fabrique plus de postes et en 43, ils sont interdits à la vente. Et d'ailleurs, pour les Juifs, ils devaient le rendre. Parmi les premiers écrits clandestins, des revues, dont l'Université libre de Georges Politzer, la revue de poésie de Pierre Segers, les Lettres françaises fondées par Jacques de Courdemanche et Jean Paulhan, et surtout les éditions de Minuit, fondées par Pierre de Lescure et le graveur Brulaire, plus connu sous le nom de Vercors. Alors, pour la petite histoire, les éditions de Minuit avaient eu leur premier financement par le professeur de médecine Robert Debré, qui est le grand-père des frères Debré actuels. Et il avait bien contribué, il brochait avec sa femme les fascicules du Silence de la mer, qui est le premier livre édité par les éditions de Minuit. Livre arrivé sous le manteau en Angleterre et qui est devenu vite le livre emblématique de la résistance. Alors, les éditions de Minuit ont édité 25 petits fascicules, j'en ai là, voilà, sous ce format-là, écrits par de grands écrivains, sous des noms d'emprunt, Aragon, Éluard, Jean Paulin, Jean Cassou. Elles ont gardé leur tradition résistante puisque, au moment de la guerre d'Algérie, elles ont été les premières à publier les écrits sur la torture, comme la question d'Henri Alleg et les écrits de Vidal-Naquet.
Alors, la principale radio est la BBC. Mais on arrive aussi à capter la radio suisse, Radio Moscou, Radio Brazzaville, Radio Alger. Ceci permet d'avoir des renseignements sur l'état du front. Je peux vous dire que dans les familles, on avait sur un mur quelconque, tous les jours, on avait la carte d'Europe et on marquait avec des petits clous les avancées ou les reculs. À côté de la presse et de la radio, il y a les manifestations et les prises de parole publiques. La manifestation du 11 novembre 1940 a permis de faire savoir au monde extérieur qu'il y avait une résistance en France. Des prises de parole, comme celle de Monseigneur Saliège à Toulouse ou de Monseigneur Théas à Montauban, et aussi on peut citer Lise London à la manifestation des ménagères de la rue Daguerre. L'objectif de la communication est donc d'informer, d'expliquer les idées de la résistance et à partir de 1942 de présenter des projets pour l'après-libération, de dénoncer les crimes de la Wehrmacht et même de menacer, on envoyait parfois aux collaborateurs des petits cercueils, et de recruter en incitant à manifester, à saboter et à ralentir le travail. Alors, au sein de la résistance même, la communication est indispensable pour mettre en place des actions organisées au sein d'un réseau et créer des liens avec d'autres groupes. Mais comment, puisqu'on ne peut pas se réunir? Les témoins vous l'expliqueront. Très bien. Il fallait des règles de discrétion, de cloisonnement et une grande discipline. Alors la résistance intérieure dispersée dans les premières années s'est unie en 1943 grâce à l'action de Jean Moulin et elle a formé les mouvements unis de résistance. Pour combattre ensemble, la transmission des documents et des messages était primordiale. Elle était assurée par des agents de liaison, éléments capitaux dont le rôle a été tardivement reconnu et probablement parce que c'était le plus souvent des femmes. Entre la résistance intérieure et la France libre, la résistance intérieure a besoin de la France libre pour s'armer et se financer. La France libre a besoin de la résistance intérieure pour les renseignements, pour savoir les mouvements des troupes, les lieux de cantonnement, les munitions. Alors, les liens entre la France libre et la résistance intérieure sont la radio anglaise, avec les messages codés, les liaisons radio, il faut un poste émetteur et un opérateur radio, avec des règles très strictes, pas plus de 3 émissions dans un même lieu, et en général, ils étaient relayés au bout de 3 mois. Et il faut savoir qu'entre 40 et 42, 72% des opérateurs radio ont été arrêtés. Les liaisons terrestres, dans le sud, par les Pyrénées vers l'Espagne, dans les Alpes vers la Suisse. Et les liaisons aériennes, évidemment, avec des parachutages de résistants et d'armes et de matériel. En conclusion, avec ce thème, on réalise à quel point la communication est une pièce maîtresse de l'organisation de la résistance. Ce thème permet aussi d'analyser le mode de fonctionnement, les pratiques et la vie quotidienne des résistants. Il fait écho à de nombreuses situations actuelles. Il y a la guerre en Syrie, des manifestations un peu partout dans le monde. Dans notre société, certains outils sont aujourd'hui des moyens de survie pour les peuples opprimés. Quand un Tibétain filme l'immolation d'un moine dans la rue et qu'il le poste sur l'Internet, il dénonce les souffrances endurées et appelle ses semblables à manifester. Les révolutions arabes d'Afrique du Nord qui ont renversé les dictatures ont utilisé les réseaux sociaux et ont appelé à manifester. Alors, pour terminer, nous souhaitons que vous réalisiez l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise des résistants qui, privés de tout, ont quand même réussi à faire et à entreprendre des actions qui nous ont libérés. Et je rappellerai la mémoire de Raymond Aubrac, qui disait toujours « Soyez optimistes ». Nous étions optimistes. Et je vous dis aussi à vous tous, soyez optimistes. Dans n'importe quelle situation, on peut toujours faire quelque chose. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui M. Jean-Marie Delabre, je ne sais pas s'il est... Ah, qui arrive, hein, qui a rejoint le mouvement Défense de la France. Donc, il vous parlera de la diffusion des journaux. Madame Odile de Vasselot, qui était agent de liaison, entre autres. Et Monsieur Roland Cléry, qui était opérateur radio. Et pour vous aider, vous avez les brochures mises en ligne par la Fondation de la Résistance. C'est donc la brochure de la Fondation. Il y a aussi celle de Créteil et celle de Toulouse, qui sont très bien faites. L'association Mémoire et Espoir de la Résistance a d'autre part édité un DVD
avec des interviews de témoins en rapport avec le thème, et vous pourrez les commander. Il y a un papier sur la table qui vous montrera où vous pouvez les commander. Enfin, vous pouvez acheter l'intégralité du film de Joëlle Fonnefanter, Défense de la France, auprès d'elle tout à l'heure. Voilà, merci.